Bonjour. Dans la capsule suivante maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va regarder des notions de géodynamique interne. On va aborder également la tectonique des plaques ainsi que le magmatisme. Donc, évidemment, dans le cours précédent, on avait regardé ensemble un peu la structure interne de la Terre. Donc, si on récapitule, l'intérieur de la Terre est constitué de plusieurs couches. Donc, on parle d'une succession de couches avec des propriétés physiques qui sont différentes. Au centre, évidemment, il est question du noyau qui forme 17% du volume terrestre. Évidemment, le noyau il se divise en un noyau interne qui est solide, un noyau externe qui est liquide. Et ensuite, il y a le manteau, qui évidemment constitue le plus gros du volume. On parle de 81%, pardon, qui se divise en manteau inférieur, qui est solide, et le manteau supérieur, qui est principalement, comment dire, on pourrait dire plastique, mais dont la partie, en fait, qui est supérieure, hein, donc, elle est solide. Hein, et finalement, on parle de la croûte ou de l'écorce qui compte peut-être pour moins de 2% en volume au niveau de la structure interne de la Terre. Puis évidemment, ben, elle est solide. Hein. Donc, il y a deux discontinuités. On le voit sur la figure un peu ici, importante qui sépare la croûte, le manteau, le noyau. C'est ce qu'on appelle la discontinuité de Moho. OK? M-O-H-O. Moho pour Mohorovičić, qui marque un contraste de densité entre la croûte terrestre et le manteau. Et il y a également la discontinuité de Gutenberg, qui marque un contraste important au niveau de la densité entre le manteau et le noyau. Donc la discontinuité de Moho, vous la voyez, hein, elle est en rouge sur la figure de droite, et Gutenberg, on le voit là, entre le manteau inférieur et le noyau externe. Et il y a une troisième discontinuité qui sépare le noyau interne du noyau externe, qui s'appelle la discontinuité de Lehman. OK. Donc là, celle-ci, par contre, elle n'est pas apparente là, sur la figure ici. Mais comme je vous dis, il y en a une troisième qui sépare le noyau interne du noyau externe. La couche plastique du manteau est appelée la sténosphère. Et ensemble, bien évidemment, il y a les deux couches solides là, qui la surmontent. Donc, il y a de la couche solide de la partie supérieure du manteau et la croûte terrestre qui forme ce qu'on appelle la lithosphère. Hein, on reconnaît deux types de croûte terrestre. Il y a la croûte océanique, celle qui, en gros, là, va se situer sous les océans, qui est formée par des roches de type basaltique, qu'on nomme aussi des CIMA, donc silicium, magnésium. Et finalement, il y a la croûte continentale qui, elle, se situe au niveau des continents, hein, qui est plus épaisse à cause de sa plus faible densité. C'est essentiellement des roches de type granitique, qu'on va appeler dans certains cas aussi SIAL, pour silicium aluminium. Et c'est évidemment une couverture sédimentaire là, qui est il y a la couverture sédimentaire qui est une mince pellicule de sédiments là, qui est produit, redistribué là, à la surface de la croûte par des agents d'érosion qu'on va voir bientôt, l'eau, le vent, la glace, mais qui compte vraiment peu en volume. Donc la figure ici que vous voyez vous permet un petit peu de voir justement la composition des matériaux au niveau des différentes couches de la Terre. Donc, continuons. Ici, vous avez une petite figure qui, en résumé, va un petit peu plus loin et qui vous montre un peu les épaisseurs. Donc, comme vous pouvez le voir ici, hein, ici, il y a la croûte, donc la plaine continentale. On parle environ de 30 à 35 km. Il y a des chaînes de montagnes, 50 à 65 km. Hein. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de discontinuité latérale au niveau au niveau de ces épaisseurs-là.
Évidemment, ben, on va voir dans quelques instants au niveau de la structure interne. On l'a vu au dernier cours également pour étudier justement là, la composition, la structure interne, l'état, la densité. Évidemment, qu'est-ce qu'on utilise comme principal outil? On utilise la sismographie. Hein? On a vu qu'il y avait les ondes P qui se propagent dans les solides, dans les liquides, dans les gaz aussi, alors que les ondes S ne se propagent que dans les solides. Hein? On sait aussi que la vitesse de propagation des ondes sismiques est proportionnelle évidemment à la densité du matériel. Il peut y avoir des interruptions. Hein. L'interruption de propagation des ondes S à la limite entre le manteau et le noyau. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez de la figure. Je l'ai remise ici. Elle était dans le PowerPoint du cours sur la structure interne de la Terre. On le voit, ça se limite entre le. Il y a une limite là, entre le manteau et le noyau qui montre évidemment qu'on passe d'un solide, le manteau inférieur, à un liquide qui est le noyau extérieur. Et puis l'augmentation progressive de la vitesse des ondes P et S dans le manteau va montrer une augmentation aussi de la densité du matériel à mesure qu'on s'enfonce dans le manteau. Hein, donc la chute subite qu'on voit de la vitesse des ondes P au contact manteau-noyau est vraiment reliée à un changement d'état de la matière, de solide à liquide. Puis la vitesse ou les vitesses relatives vont continuer d'augmenter. Hein? Donc ça va montrer qu'il y a une augmentation de densité. Donc ça, c'est important. Et évidemment, ben, la composition de la croûte terrestre est bien connue maintenant par l'étude des roches qui forment la surface terrestre. Et évidemment, on a de nombreux forages maintenant qui nous permettent de caractériser la croûte terrestre aussi. Donc, je vous dirais que la connaissance du manteau, du noyau reste encore aujourd'hui assez limitée malgré tous les efforts qui sont déployés. Il y a, il y a pas encore, ben comme je vous disais, il y a eu un effort international là, qui visait justement à atteindre le manteau supérieur au niveau de l'océan Atlantique, mais encore là, il y a encore beaucoup d'efforts à faire et ce qui est important à retenir ici, c'est que oui, au niveau de la croûte terrestre, on a quand même un bon état des connaissances au niveau de la science. Par contre, au niveau du noyau, c'est un domaine scientifique qui est encore qui reste encore beaucoup de travail à faire. Ici, ce que vous voyez au niveau de cette diapositive-là, c'est évidemment important parce que c'est à partir d'ici qu'on va commencer à regarder les notions géodynamiques internes. Et on va commencer à se concentrer sur ce qu'on appelle la tectonique des plaques et le magmatisme. Donc, la tectonique des plaques, c'est un concept clé en géologie qui explique les mouvements des continents, des océans sur la surface de la Terre. Évidemment, ça a une importance historique. Hein. Avant d'entrer dans tous les détails techniques liés à la tectonique des plaques, il est important de comprendre que c'était avant tout une théorie qui avait été formulée en 1912 par un météorologue allemand. Vous avez peut-être déjà entendu parler de lui. Il s'appelait Alfred Wegener. Et il avait présenté une hypothèse vraiment révolutionnaire à l'époque sur la dérive des continents. Donc, Wegener était évidemment un météorologue avant tout. Mais il reste qu'il a été un pionnier hein, au niveau au niveau de la géologie. Il a participé à trois grandes expéditions au Groenland qui l'a mis en contact avec des observations géologiques puis qui ont beaucoup influencé son travail. Et en 1912, lors d'une conférence à Francfort, Wegener il a proposé une hypothèse qui, à l'époque, a semblé vraiment farfelue. Il s'est fait un peu il s'est fait contester un peu et sa théorie en 1912, c'était la dérive des continents. Donc c'était évidemment l'idée que les continents n'étaient pas fixes, qui se sont déplacés lentement à la surface terrestre. Et son hypothèse se basait sur des évidences géologiques, paléoclimatiques et paléontologiques. Donc, si évidemment, aujourd'hui, hein, c'est évident, hein, si on regarde une carte du monde, on peut remarquer que les côtes de certains continents comme l'Amérique du Sud et l'Afrique, hein, on voit qu'il y a une logique d'emboîtement, là, comme un casse-tête. Mais il est allé plus loin que ça. Donc, lui, il avait remarqué qu'il y avait des fossiles identiques qui étaient retrouvés sur des continents aujourd'hui séparés par des océans. Hein, donc,
déjà, à partir de là, lui, il a compris qu'à une certaine époque, les continents avaient été connectés. Après ça, il y a eu il y a eu des répartitions de structures géologiques du même âge et de même nature. Donc, les chaînes de montagnes, les structures rocheuses qui étaient similaires, qui se retrouvaient de part et d'autre de l'Atlantique. Et même chose avec la répartition de séquences sédimentaires, donc présents sur différents continents, mais on voyait des similitudes. Donc, donc, la photo que vous voyez ici, ben, c'est lui. Hein? Donc, c'est une photo d'Alfred Wegener prise lors d'une de ses expéditions. Euh, et, euh, et c'était vraiment un scientifique. Hein? À l'époque, hein, c'était des scientifiques extrêmement polyvalents, capables de combiner des observations météo, géologiques, paléontologiques. Donc, si vous avez la chance un jour d'aller lire un peu ses écrits, ses observations, tout ça a été publié et c'est facilement consultable. Donc, si on récapitule l'idée, évidemment, l'étude, ben, comment dire, l'épistémologie, si on veut, de l'idée de Wagner. L'idée, c'était que les continents hein, avaient été connectés avant de se séparer. Et en fait, il y a eu des observations qui avaient été faites avant Wagner. En 1596, il y a des géographes, cartographes, dont un qui s'appelait Abraham Ortelius, qui était un des premiers à noter la ressemblance entre les côtes est de l'Amérique du Sud, les côtes ouest de l'Afrique. Il mentionne dans des travaux cartographiques ces observations-là. Quelques décennies plus tard, en 1620, il y a un philosophe scientifique, Francis Bacon, qui a formulé également dans ses écrits, dans ses travaux, des remarques qui s'apparentaient un petit peu à ce que Ortelius avait fait. Il observe aussi que le contour des continents semble s'emboîter, comme ça avait été uni dans le passé. Et un petit peu plus tard, en 1858, Antonio Snyder Pellegrini, un géographe, un scientifique français, pousse l'idée plus loin. Lui, il va produire des cartes qui montrent explicitement la séparation de l'océan Atlantique. Et ces cartes étaient basées encore une fois sur la même logique que Ortelius et Bacon. Donc, ils apportaient en fait une représentation visuelle de cette séparation-là. Et, euh, ben évidemment, là, sur la diapositive que vous voyez là, présentement, c'est une image, ce sont les cartes là, de Snyder Pellegrini en 1858. Donc à gauche, on voit hein, donc les continents encore réunis, juste ici, et juste à droite, ben, on voit là, évidemment l'ouverture de l'océan Atlantique. Hein, donc, et c'est une idée qui n'a pas été immédiatement évidemment acceptée. Hein, déjà, Wegener, beaucoup plus tard, s'était fait un peu montrer du doigt par rapport à ces idées-là qui à l'époque semblaient bizarres. Donc c'est un petit peu les débuts de cette idée. Évidemment, ici, ce que vous avez en haut à gauche, hein, c'est le monde qu'on connaît aujourd'hui et est constitué évidemment de continents séparés. Et la Pangée, hein, donc la Pangée qu'on a appelée la Pangée de Wegener, ben, c'était, comme je vous disais, l'idée que il y a environ il avait proposé en fait en 1912 l'idée que tous les continents étaient réunis et il y a environ 300 millions d'années. Donc Wegener a également proposé que la Pangée s'est ensuite fragmentée et que les morceaux de la Terre se sont déplacés à leur position actuelle. Donc c'était son hypothèse. Alors, ça vous montre un petit peu là, la Pangée de Wegener, ce sont un peu l'idée de sa représentation là, selon ses travaux. Ensuite, les évidences paléontologiques. Donc, évidemment, qu'est-ce que c'est? C'est en fait des évidences en fait, qui est une preuve majeure de la dérive des continents. Donc, c'est quoi? C'est l'étude des fossiles qui montre qu'il y a des espèces végétales, animales ayant vécu, évidemment, il y a des centaines de millions d'années sont présentes sur des continents aujourd'hui séparés par des océans. Ça suggère évidemment qu'à une époque géologique lointaine, des continents étaient connectés, qu'il existait des échanges biologiques à travers évidemment là, ces masses terrestres-là qui étaient unifiées à l'époque. Donc, exemple, pendant le Paléozoïque, il y a environ 250 millions d'années, la flore, la faune montraient des grandes similitudes d'un continent à l'autre. Donc, ça appuie évidemment l'idée que les continents formaient une seule masse. Hein? Et c'est à partir de cette période-là qu'on a pu observer une diversification des espèces
signe que les continents ont commencé à se séparer, évoluer d'une manière indépendante en termes de la biodiversité. OK? Donc, il y a plein de preuves marquantes de ça. Le Brésil et l'Afrique, il y a des fossiles d'espèces terrestres absolument identiques qui ont été trouvés sur les côtes brésiliennes et africaines. L'Australie et le bloc Inde-Afrique, même chose au niveau de la connexion des fossiles. Afrique du Sud et l'Inde, il y a des fossiles d'animaux tout à fait similaires. Un exemple concret, c'est les grandes similitudes entre les faunes de vers de terre. Il y a des espèces de vers de terre fossiles qui ont été trouvées à la fois en Amérique du Nord et en Europe, et en Amérique du Sud et en Afrique. Ça montre que comme les continents étaient suffisamment proches pour permettre des échanges de type biologique un peu de cette manière-là. Pour Wegener, hein, ces évidences de fossiles-là, ça a été l'élément clé de sa théorie, vraiment, là, quand il est arrivé devant la communauté scientifique. Là, et c'est vraiment l'élément sur lequel il s'est basé pour pouvoir présenter son modèle. À droite, ici, vous voyez hein, une carte qui montre la distribution des fossiles des différentes espèces animales, végétales du Mésozoïque. Donc, Mésozoïque, on parle d'environ 250 millions à 65 millions d'années sur les continents qu'on connaît actuellement. Vous avez des exemples, le Mésosaurus, qui est un fossile retrouvé en Afrique, en Amérique du Sud. Ce sont des animaux aquatiques qui ne pouvaient pas traverser l'Atlantique. Donc, ça suggère évidemment que les continents étaient connectés. Il y en a plein d'exemples. Donc, je vous en ai mis d'autres. Là. Il y a le Glossopteris, qui est des fossiles de plantes qui ont été retrouvés sur tous les continents du Sud, soutenant l'idée, encore une fois, que les terres étaient autrefois unies. Le Lystrosaurus en est un autre, des fossiles retrouvés en Afrique, en Antarctique, en Inde. Donc, vous voyez, il y en a plusieurs. Donc, je pense ici, ce qui est important de retenir, c'est évidemment les évidences paléontologiques hein, qui ont offert une preuve tangible à l'idée de Wegener. Ici, vous avez une diapositive qui vous montre un peu, d'une part, à gauche, une image de fossile du Glossopteris, une plante du Mésozoïque retrouvée sur plusieurs continents. Et à droite, vous avez encore une fois une carte de la Pangée qui montre les différents environnements sédimentaires, des marécages, de charbon. Hein? Donc, le charbon provient évidemment de matière organique, les déserts, les récifs, les couches sédimentaires. Donc, vous voyez les corrélations hein, qui sont possibles. Regardez juste la carte de droite, les environnements sédimentaires montrent qu'à différentes périodes géologiques, hein, il y a des marécages de charbon, des déserts. Ça montre bien qu'évidemment, le climat à l'époque influençait là, les dépôts sédimentaires également. Donc, vous voyez un petit peu de quelle manière, là, en regardant cette carte, on peut faire des corrélations aujourd'hui par rapport à la configuration des continents tels qu'ils sont. Ensuite, correspondance géologique, bien évidemment, ce sont d'autres exemples, donc entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Donc, vous voyez ici une ceinture de montagnes précambriennes et la croûte archéenne hein, en Afrique et en Amérique du Sud. Ce sont des zones, on l'a vu là, dans un cours précédent, les zones de roches anciennes situées des deux côtés de l'Atlantique qui montrent vraiment une correspondance frappante, suggérant que les continents étaient autrefois connectés. Vous avez l'alignement des ceintures de montagnes paléozoïques, reconstitution encore une fois là, de ces anciens environnements géologiques-là communs. Donc vous voyez un peu comment on a pu en arriver à faire ces correspondances-là. Finalement, si on continue, au niveau des évidences paléontologiques, donc ici, vous avez des preuves visuelles clés, encore une fois par l'étude des fossiles. Donc les fossiles évidemment retrouvés sur les différents continents ont pu fournir des indices solides qu'évidemment les terres étaient autrefois connectées. Donc on avait parlé d'exemples tout à l'heure là, avec le Glossopteris, le Lystrosaurus, le Mésosaurus, etc. Vous avez un peu la répartition aujourd'hui au niveau de la corrélation, comment on a pu en arriver selon toujours la solution de Wegener. OK? Cette carte ici vous montre un peu une illustration importante hein, réalisée à la fois par notre ami
Snyder, Pellegrini et Alfred Wegener, hein, pour soutenir la théorie. Donc on voit un peu mieux comment on a pu en arriver à faire, hein, les corrélations entre le Mésosaurus, le Lystrosaurus, le Sinognathus et ainsi de suite, toujours le Glossoptérus. Donc on voit ce sont des grandes bandes, hein, qui relient les continents et qui montrent un peu comment, à partir des découvertes, on peut les relier et comment on a pu reconstituer, encore une fois, là, cette Pangée, hein, telle qu'elle avait été imaginée. Donc, ça montre quand même des arguments assez puissants pour montrer comment les continents étaient reliés auparavant. Maintenant, si on utilise toujours les preuves géologiques pour appuyer la théorie de la dérive des continents, ben, vous en avez d'autres exemples ici, hein. Donc, encore une fois, la chaîne appalachienne, évidemment, qui est proche de chez nous. Donc, la chaîne appalachienne qui montre, hein, une chaîne de montagnes qui s'étend, donc on le voit juste à droite ici, là, qui s'étend du sud-est des États-Unis, donc qui débute à l'Alabama jusqu'à la côte est canadienne, à Terre-Neuve. On trouve des structures tout à fait similaires également sur la côte ouest de l'Europe, qui montrent évidemment qu'à une certaine époque, hein, l'océan Atlantique ne les séparait pas. Donc, ça s'étend jusqu'en Irlande, jusqu'en Norvège, jusqu'au Groenland. Donc, cette formation-là, appalachienne-là, qu'on a commencé à discuter, notamment lorsqu'on parlait de la fermeture de l'océan Iapetus, ben évidemment, ça montre bien là, qu'à l'époque, hein, il y avait une continuité géologique de part et d'autre de l'Atlantique. Donc, et vous avez un autre exemple, encore une fois, un peu plus au sud, au niveau de l'Amérique du Sud et de l'Afrique, hein, qui montre très bien là, la correspondance qu'il y avait à l'époque entre les vieux cratons, les vieilles structures géologiques entre ces deux continents-là. Maintenant, des évidences paléoclimatiques. Donc, c'est un autre type de preuve important pour soutenir la théorie de la dérive des continents. Ce sont des preuves maintenant qui se basent sur la répartition de de certains dépôts ou encore de sédiments glaciaires, hein, qui ont permis de reconstruire maintenant des conditions climatiques passées et montrer que les continents ont dû être évidemment situés différemment dans le passé. Je vous montre des exemples ici. Hein, vous avez la distribution ici mondiale des dépôts de charbon, des sédiments glaciaires également, qui datent du Carbonifère. Donc là, on parle Carbonifère d'une période géologique qui se situe entre 359 et 299 millions d'années. Donc, le charbon est formé à partir de végétation dense et humide qui s'est accumulée dans des climats tropicaux, subtropicaux, marécageux. Pourtant, les dépôts de charbon sont aujourd'hui trouvés sur des continents qui n'ont plus ces climats-là. Hein. Ça montre très bien, évidemment, qu'ils devaient être à une certaine époque situés dans une région tropicale, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Dans la même logique, on peut appliquer le tout également à partir de sédiments glaciaires. Okay? Donc, ce que vous avez sur la carte de droite, juste ici, ce que vous voyez, c'est en fait une période glaciaire lors du Carbonifère. Donc, vous devez vous imaginer, donc juste ici, vous devez vous imaginer qu'une grande partie de l'hémisphère du Sud, notamment le Gondwana, qui regroupait l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Inde, l'Antarctique, l'Australie, était recouverte de glaciers. Et évidemment, à partir de toujours les évidences paléoclimatiques, bon, on a pu retrouver des sédiments sur tous les continents. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait discuté du Précambrien ensemble dans un cours précédent avec notamment la théorie de Snowball Earth à une période où toute la Terre avait été englacée. Ben, c'est un peu l'idée. Donc, on retrouve sur plusieurs continents des évidences de glaciation qui ont sensiblement le même âge. Ici, ben, ça vous montre un peu la même idée par rapport aux glaciations. Donc, c'est une diapositive qui vous montre un peu les évidences glaciaires. Hein. Donc, vous avez sur la carte supérieure la position actuelle des continents avec la direction d'écoulement des glaciers et évidemment la solution de Wegener en bas, hein, qui nous remet en perspective lorsque tous les continents étaient reliés ensemble. Et on voit un peu, hein, au niveau de la polarité de l'avancement des glaciers, on voit un petit peu
la logique en arrière de ça. Donc la carte inférieure vous montre un peu la solution que Wegener avait proposée pour cette reconstitution-là, en montrant la direction d'écoulement glaciaire, évidemment, qui généralement est un peu... comment je pourrais dire, généralement de la manière que les glaciers s'écoulent, c'est un petit peu radial, hein? Donc c'est des espèces de dômes qui se forment et qui s'écoulent. Donc, et on retrouve plein d'évidences, on retrouve évidemment des sédiments d'origine glaciaire devenus de la roche qu'on appelle des thyllites. On va retrouver sur ces surfaces géologiques-là des stries. Donc c'est comme des stries, c'est un peu des, comment dire, je pense que j'en avais montré un petit peu dans le cours, mais c'est un peu des éraflures, hein, si on veut le laisser par le matériel dans la glace et qui va venir érafler, hein, la surface de la roche. Donc des stries glaciaires, on en retrouve partout sur les surfaces rocheuses au Québec et partout dans les parties du globe qui ont été affectées par des glaciations. Donc on en retrouve généralement un peu partout dans ces secteurs-là. Donc, c'est des évidences importantes, évidemment, au modèle de Wegener. Ici, sur la diapositive, ce que je voulais vous montrer, c'était encore une fois au niveau des évidences paléoclimatiques. Hein, on a discuté de la répartition mondiale des dépôts de charbon, des sédiments glaciaires. Ben, regardez, ici, vous avez une carte qui vous montre bien la distribution des dépôts de charbon. Vous le voyez en noir là, au niveau de la carte. Hein, donc, c'est particulièrement intéressant parce que ça s'est formé, évidemment, comme on l'a discuté, dans des climats chauds, des climats humides, dans des régions équatoriales, subtropicales. On remarque, hein, vous le voyez sur la carte, qui ont été retrouvés en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud. Et sont situés évidemment dans des zones climatiques aujourd'hui tropicales. Ça montre qu'évidemment tout a changé au cours du temps, au cours des périodes géologiques. Même chose évidemment en bas ici au niveau là, de la répartition des sédiments glaciaires qui datent hein, également du Carbonifère. Ensuite, il y a eu un abandon temporaire de l'hypothèse de la dérive des continents. Donc, après la proposition de Wegener qui a été faite, on l'a vu tout à l'heure, en 1912, il y a eu l'hypothèse, en fait, elle a été abandonnée par la communauté scientifique vers les années 60. Et ça s'explique par le fait qu'il n'y avait pas à l'époque d'explication géodynamique cohérente pour expliquer le mécanisme. Expliquer comment les continents pouvaient se déplacer. Les scientifiques ne comprenaient pas encore comment des masses continentales aussi grandes pouvaient se déplacer à travers la croûte terrestre solide. Mais, bon, après Wegener, il y a eu des avancées majeures en géologie, en océanographie surtout, qui ont permis de renforcer la théorie de la dérive des continents. Donc, il y a eu deux découvertes majeures qui sont arrivées grâce au travail qui a été fait au niveau de la cartographie des fonds océaniques, puis qui a vraiment aidé à comprendre la dynamique. La première découverte, c'était la découverte des plateaux continentaux. Donc, une des premières observations qui a été faite au niveau de la cartographie des fonds océaniques, c'est la découverte des plateaux continentaux qui sont en fait les prolongements sous-marins des continents. Donc, souvent à une profondeur faible. Donc, avant, dans le fond, un peu la descente dans ce qu'on appelle là, les grosses abysses océaniques. Là, et qui ont permis une meilleure compréhension de l'emboîtement, justement, de ces différents continents-là ensemble, surtout au niveau de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Et c'est vraiment là qu'on a pu renforcer l'idée parce que c'était vraiment un casse-tête qui devenait de plus en plus évident. Okay? Et c'est ce que je voulais vous montrer sur la carte de droite. On peut voir un ajustement, si on veut, des continents une fois qu'on prend en compte ces plateaux continentaux-là sous-marins. La deuxième découverte, importante, et là, ça, je vous le dis, ça peut être important, c'est la découverte des dorsales océaniques et des fosses. Bon, c'est quoi au niveau des termes, c'est quoi des dorsales? Ben, c'est des chaînes de montagnes sous-marines, situées souvent au milieu des océans, tandis que les fosses, c'est les grandes zones profondes situées aux marges de certains continents. Donc, et ces structures-là ont vraiment permis de comprendre un peu mieux le processus de la tectonique des plaques. En particulier, hein, vous vous souvenez, on avait discuté là, des zones de divergence, de convergence. Bon, ben, là, on parle ici vraiment de mouvements de divergence le long des dorsales, au niveau de la croûte océanique.
qui ont permis en fait d'un peu mieux comprendre comment il y avait une nuance et comment la tectonique fonctionnait. Les fosses océaniques, quant à elles, sont les zones où la croûte océanique a été subductée sous les continents. Donc, on l'avait abordé, le concept de subduction un peu. Ben là, on va l'approfondir. Donc, vraiment, c'est grâce aux fosses océaniques qu'on a pu comprendre ces zones-là géographiques de subduction sous les continents, qui montrent que le mouvement de convergence des plaques existe. Donc là, vous avez, comme encore une fois, là, comment dire, on a des évidences, en fait, qui ont permis vraiment de faire évoluer la compréhension de la géodynamique, puis qui ont finalement conduit à l'acceptation, plus tard, après les années 60, là, de l'acceptation, en fait, de ce modèle-là. Donc, et c'est dommage parce que malheureusement, Wegner, de son vivant, n'aura pas connu l'acceptation. Il s'est battu toute sa vie pour défendre son modèle, pour montrer son modèle, et c'est bien des années plus tard, malheureusement, et de son vivant, il n'aura pas connu un peu l'acceptation. Vers les années 1950 aussi, le paléomagnétisme a apporté de nouvelles preuves importantes pour la théorie de la dérive des continents. Le paléomagnétisme, c'est un concept important, c'est l'étude de l'orientation magnétique des minéraux dans les roches. Donc évidemment, les minéraux magnétiques tels que la magnétite vont s'orienter en fonction du champ magnétique terrestre au moment de leur formation. OK? On parle de la roche là. Donc les minéraux présents dans les roches vont conserver, ils vont s'aligner, hein, comme une boussole, vont conserver la direction du champ magnétique à l'époque où ils se sont cristallisés. Donc c'est un enregistrement du passé géomagnétique de la Terre. Il y a des spécialistes mondiaux qui ne font que travailler sur cet élément-là pour fournir des preuves et reconstituer l'histoire de la Terre. Donc, évidemment, l'orientation des minéraux magnétiques, lorsque la roche se forme, hein, ben, qu'est-ce qui va arriver? Tout ce qui est minéraux magnétiques vont s'aligner parallèlement au champ et vont indiquer la direction du pôle nord magnétique au moment de leur formation. Parce qu'il a changé de direction à travers toute l'histoire de la Terre, ce fameux pôle nord magnétique-là. Okay? Malheureusement, les données paléomagnétiques recueillies sur différents continents montrent que les pôles magnétiques semblent avoir occupé différentes positions en fonction de l'endroit où les mesures ont été prises. Donc, c'est l'élément polarité. Okay? Donc, évidemment, puis on va revenir, on va le définir un peu mieux, hein, mais évidemment, en comparant les données paléomagnétiques d'Amérique du Nord, d'Europe, les scientifiques ont découvert qu'il y avait des grosses variations. Et là, il y a eu une question clé. Hein? C'est face à ces observations-là, les scientifiques se sont posé la question, est-ce qu'il s'agit d'une migration du pôle Nord ou est-ce que c'est de la migration des continents? Donc là, ces questions-là sont devenues excessivement importantes. Donc, et évidemment, ben, le tout a permis aux scientifiques de faire évoluer toutes ces questions-là qui évidemment étaient importantes. Donc ici, vous avez une carte, hein, qui montre la trajectoire des pôles magnétiques sur une période de 500 millions d'années. Donc la ligne noire montre la trajectoire du pôle magnétique tel que mesuré en Europe et la ligne rouge montre la trajectoire du pôle magnétique tel que mesuré en Amérique du Nord. Okay? Donc c'est des trajectoires qui montrent que les continents ne pouvaient pas être stationnaires. Pourquoi? Parce que les pôles semblent vraiment suivre des chemins différents selon leur localisation. Donc, ça a vraiment montré, c'était une preuve supplémentaire que les continents ont dû bouger, que les continents ont dû migrer. Ici, vous avez des figures qui vous montrent un peu, évidemment, là, de quelle manière un géologue, hein, va pouvoir venir prendre des mesures d'inclinaison et de déclinaison du champ magnétique. Donc, vous avez évidemment là, une figure, là, comme vous pouvez le voir à gauche du géologue, qui va, à partir de différentes mesures, quand on sera sur le terrain, lorsqu'on ira ensemble dans les excursions à venir, on pourra regarder un peu plus concrètement à quoi ça consiste sur le terrain au niveau de ces mesures-là. Okay? Mais vous voyez un peu des exemples, hein, qui vous montrent justement, pas juste au niveau des prélèvements, mais qui vous montrent ici un processus de formation
de paléomagnétisme dans des roches volcaniques. Hein. Donc, regardez les figures à droite. On voit qu'au départ, il y a de la lave chaude. Ensuite, hein, on voit que au niveau des minéraux magnétiques, il va y avoir une orientation d'une manière un peu aléatoire. Pourquoi? Parce qu'il y a des températures qui sont très très élevées. Ça empêche la magnétisation permanente. Mais à mesure que la lave se refroidit, puis là on le voit en bas ici, à mesure que la lave se refroidit, ben, il commence à avoir un alignement avec le champ magnétique terrestre beaucoup plus homogène. Et lorsque la température descend en dessous de la température qu'on appelle la température de Curie, ces orientations-là vont être verrouillées dans la roche solide. Et c'est là que par la suite, on va pouvoir venir prendre une mesure. Donc, le champ magnétique, évidemment, si on l'étudie plus en détail, donc là, vous avez une série de figures, on va les regarder ensemble. Bien évidemment, on voit ici que le champ magnétique terrestre hein, est généré par quoi? Il est généré notamment par le mouvement du noyau externe liquide, qui est composé principalement de fer. Et l'axe magnétique de la Terre, lui, correspond à la direction générale de ce champ-là. Il n'est pas aligné avec l'axe de rotation de la planète. Donc, en moyenne, il y a un décalage d'environ 10 degrés, ce que vous pouvez voir ici par rapport à la figure, entre les deux. Donc, c'est un champ magnétique qui protège la Terre contre les particules chargées de vent solaire et joue un rôle crucial dans le maintien de notre atmosphère. Okay? Ensuite, vous avez une autre figure juste ici à droite qui vous montre le pôle magnétique et le pôle géographique. Et évidemment, on voit qu'ils ne sont pas au même endroit, ce qui entraîne une variation qu'on appelle la déclinaison magnétique. Donc, à chaque fois que vous utilisez une boussole, vous avez sur les cartes topographiques une information qui vous donne une indication où on vient faire la correction par rapport au pôle magnétique. Donc souvent, ça va être une petite correction de quelques degrés vers l'ouest. Hein. Qu'on est en Amérique du Nord, ça va être dépendamment là, de 5 à 10 degrés vers l'ouest, dépendamment de où on se retrouve. Donc évidemment, la boussole ne se pointe pas directement vers le nord géographique, elle est déviée d'un certain angle. Donc c'est un phénomène qui est essentiel, évidemment, pour tout ce qui est navigation précise. Donc ici, vous le voyez, là, c'est environ 12 degrés vers l'ouest lorsqu'on fait évidemment une correction pour se mettre exactement dans le pôle géographique. Donc on utilise le pôle magnétique évidemment pour faire la correction. Et au niveau du C, de la figure, de la figure C, juste ici, c'est le mouvement du pôle magnétique nord. Okay? Donc le pôle magnétique nord, il n'est pas fixe. Il a changé de position au cours du temps. C'est une figure qui montre un peu le déplacement du pôle magnétique nord au cours des 2000 dernières années. Donc avant l'année 1600, la position du nord est évidemment pas bien documentée, là. Mais on a évidemment les meilleures données pour cette période-là. Donc on voit ici un mouvement qui est dû au changement dynamique du noyau, encore une fois externe liquide de la Terre. Et on voit que le pôle magnétique nord se déplace maintenant vers la Russie. Hein? Donc, et puis il y a peut-être d'autres figures un peu plus à jour, mais celle-ci est quand même pas trop mal. Et finalement, juste ici, au niveau D, que vous avez juste ici, on voit que l'inclinaison magnétique que vous voyez s'incline, en fait, est l'angle auquel une aiguille magnétique s'incline par rapport à l'horizontale à différentes latitudes. Ça se produit en raison de la courbure des lignes de force du champ magnétique terrestre. Donc à l'équateur, l'inclinaison elle est nulle, mais plus on se rapproche des pôles, plus l'inclinaison devient importante. Donc au pôle nord magnétique, l'aiguille d'une boussole pointe directement vers le bas, ce qui montre une inclinaison de 90 degrés. Okay? Donc continuons. Ici, évidemment, si on continue toujours avec l'importance hein, du paléomagnétisme, vous avez différentes figures qui vous montrent hein, la paléolatitude et l'orientation des échantillons de roches. Donc vous avez évidemment le paléomagnétisme hein, qu'on discute depuis tout à l'heure, qui est une méthode qui nous permet de comprendre les mouvements passés des plaques tectoniques. Donc lorsqu'on étudie l'inclinaison des minéraux magnétiques dans les roches, on peut déterminer la paléolatitude de l'endroit où la roche s'est formée, comme des minéraux, comme les minéraux magnétiques
qui s'aligne avec le champ magnétique terrestre au moment de la formation. Okay? Donc, et par la suite, hein, lorsque, vous le voyez juste au centre ici, lorsqu'une roche se forme, elle va enregistrer l'orientation du champ magnétique terrestre de l'époque, hein, ce qui est représenté par ce qu'on appelle un dipôle paléomagnétique. Et il y a deux paramètres clés. Okay? Il y a le paramètre de l'inclinaison, qui nous informe de l'angle par rapport à la surface, et la déclinaison, donc on le voit ici là, en D. Donc en fait, l'inclinaison, vous le voyez ici en I, et la déclinaison, elle est juste ici en D, qui montre l'angle par rapport au nord géographique actuel. En combinant évidemment ces deux-là ensemble, ça va vous donner une reconstitution de la position passée du pôle magnétique terrestre. Finalement, en C, juste ici, ce que vous voyez, c'est une image qui vous montre une colonne stratigraphique où l'inclinaison et la déclinaison paléomagnétique changent à mesure qu'on descend dans des couches de roches de différents âges. Donc, au niveau de la datation des roches, on est en mesure de pouvoir de couche à faire de la stratigraphie et les chiffres à gauche de la colonne indiquent l'âge des couches rocheuses en millions d'années et les diagrammes montrent comment la direction magnétique a évolué au fil du temps. Donc c'est un outil également géochronologique au niveau des différentes couches. Donc c'est un outil de plus. Hein. Vous allez voir que la géologie, là, c'est ce qu'on appelle lorsqu'on combine des méthodes analytiques, que ce soit pour dater le paléomagnétisme, il y a les données de terrain, tout ça mis ensemble permet vraiment de pouvoir construire des modèles robustes pour en arriver justement à reconstituer tous les événements climatiques, géologiques et ainsi de suite passés. Continuons. Maintenant, ici, vous avez une diapositive qui vous montre le concept de paléomagnétisme qui montre comment les roches ont enregistré la direction du pôle nord magnétique. Donc ici, vous voyez différents exemples, toujours basés sur l'idée que les minéraux magnétiques présents dans les roches enregistrent la direction du champ magnétique terrestre. Donc, ce que vous avez ici comme exemple à gauche, on voit la position actuelle des continents. La flèche rouge montre la direction dans laquelle les minéraux magnétiques pointent aujourd'hui. Mais on peut voir que les directions ne sont pas alignées avec le pôle nord magnétique. Hein. Il y a eu ce qu'on appelle une incohérence menée. Évidemment, qui est liée au fait que ça a bougé, hein, forcément. Donc, cette incohérence-là a mené les scientifiques à s'interroger, est-ce que le pôle a migré ou bien est-ce que les continents ont dérivé? Encore une fois, là, c'est ces deux fameuses questions-là qui se sont posées. À droite, ce que vous voyez, c'est évidemment la position des continents il y a 200 millions d'années. Donc, sur le côté droit de la diapositive, on voit que, selon la théorie, on voit que les continents sont réarrangés pour refléter leur ancienne position, c'est-à-dire avant la position des océans actuels. Donc, les flèches rouges montrent toujours la direction des minéraux magnétiques. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Évidemment, c'est qu'il y a une cohérence qui montre que les continents eux-mêmes avaient été avaient migré d'une manière cohérente parce qu'ils étaient évidemment emboîtés un dans l'autre. Donc on voit très bien ici que selon le réarrangement des continents il y a 200 millions d'années, évidemment le tout pointe d'une manière beaucoup plus cohérente puis prouve que les continents évidemment ont par la suite migré. Ici, on voit le processus d'inversion du champ magnétique terrestre. Et ça montre qu'il y a deux états du champ magnétique. Donc, il y a le polarier normal et le polarier inverse. Donc, ça montre des phénomènes d'inversion magnétique qui se produisent périodiquement dans l'histoire de la Terre. Donc, le polarier normal, en haut, c'est un état où le champ magnétique terrestre est orienté d'une manière normale, comme il l'est aujourd'hui. Donc, le dipôle magnétique pointe vers le sud. Ça signifie que le pôle nord magnétique est situé près du pôle géographique sud. Et les lignes du champ magnétique sortent du pôle sud magnétique près du pôle géographique nord. Donc, ça entre dans le pôle nord magnétique. Les boussoles pointent vers le nord géographique qui correspond en fait au sud magnétique. Ensuite, il y a un deuxième modèle qui s'appelle le polarier inversé. Et ici, c'est le champ magnétique qui est dans un état inversé. Et c'est un phénomène qui s'est produit plusieurs fois dans l'histoire géologique de la Terre. Donc, il y a le dipôle magnétique qui pointe vers le nord, ce qui signifie que le pôle nord magnétique se trouve alors près du pôle géographique nord et le pôle sud magnétique près du pôle géographique sud.
Donc, dans cet état-là, les boussoles pointeraient vers le sud géographique parce que le pôle nord magnétique serait situé là-bas. Donc, le processus comme tel, là, qui est montré dans les deux états, c'est un phénomène où le champ magnétique terrestre change de direction et les pôles magnétiques nord et sud s'inversent. Donc, c'est un phénomène qui s'est produit pas instantanément, mais au cours de milliers d'années. Donc, c'est dans ces laps de temps-là que le champ magnétique peut devenir très chaotique, faible avant de se réorganiser. Donc, c'est quelque chose qui aujourd'hui est encore très étudié. Cette inversion-là, évidemment, c'est un phénomène naturel. Et on va y revenir pour l'expliquer un petit peu plus en détail, évidemment, mais ça montre bien hein, que le champ magnétique protège la Terre en bloquant des particules, comme je vous disais tout à l'heure, des particules solaires et ainsi de suite. Et c'est un processus graduel qui est vraiment pas catastrophique. Et voilà. Donc ici, continuons toujours avec le paléomagnétisme. Vous avez ici une diapositive qui explique que le champ, évidemment, n'a pas toujours été orienté comme il l'est aujourd'hui. Au cours de l'histoire géologique, il y a eu plusieurs inversions du champ magnétique où le pôle nord magnétique et le pôle sud magnétique ont changé leur place. C'est des inversions, évidemment, qui sont enregistrées dans les roches magnétiques et leurs études ont été cruciales pour la compréhension des mouvements des plaques tectoniques et pour la compréhension de la dérive des continents. Donc, vous avez à gauche ici une figure qui montre les événements d'inversion magnétique au cours des derniers millions d'années. Chaque bande colorée représente une période où le champ magnétique était soit en phase normale, soit en phase inversée. Vous avez des différentes périodes hein, au niveau géologique qui ont permis, notamment, vous le voyez, là, il y a des noms, c'est des noms sur lesquels là, on utilise avec des âges, hein, évidemment. Donc, on le voit, là, il y a 780 000 ans, il y a eu une inversion. Il y a eu la période qu'on a appelée Matuyama, juste avant Brownies, qui était une période où le champ magnétique était inversé. Il y a eu des différentes périodes d'anomalies magnétiques dans les fonds océaniques également. Mais ce qui est important de comprendre ici, c'est que l'étude du paléomagnétisme et des inversions du champ magnétique a permis de comprendre que les continents ont dérivé sur les plaques tectoniques en utilisant des enregistrements magnétiques comme des fossiles géologiques, au même titre que ce qu'on avait vu préalablement avant. Donc ces inversions magnétiques-là ont servi de chronomètre pour dater les événements géologiques et ont permis de mieux comprendre la dynamique la dynamique de la Terre. OK? Donc, c'est juste des différentes figures qui vous montrent, hein, à partir de différents éléments, en fait, de différents éléments géologiques, vous montrez un peu comment les géologues hein, réussissent à pouvoir reconstruire, toujours à partir du champ magnétique, hein, des différentes périodes géologiques. Donc, et il y a des spécialistes de ça au Québec, notamment à Rimouski. Là. Guillaume Saint-Onge est un spécialiste en paléomagnétisme, donc c'est un chercheur à l'Université du Québec à Rimouski qui travaille beaucoup sur ces techniques-là. Et l'échantillonnage est important. Il faut absolument prendre des échantillons en ne les bougeant pas au niveau de leur polarité pour pouvoir avoir des enregistrements le plus précis possible. Donc, définitivement, là, c'est un élément au niveau scientifique là, qui est hyper intéressant à utiliser là, pour la reconstitution, encore une fois, paléogéographique. Maintenant, si on se pose la question, mais quel a été le mécanisme physique lié à ces inversions-là du champ magnétique à travers les périodes géologiques? Je vous dirais que encore aujourd'hui, si vous suivez le tout via la littérature, via les différents chercheurs, ça reste encore un élément très, très, très débattu. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de l'état des connaissances, c'est que le champ magnétique est une structure qui est instable et les chercheurs ont observé des fluctuations dans les mouvements de convection dans le manteau, donc ce qu'ils appellent des mouvements convectifs du fer liquide qui peut perturber un peu l'organisation qu'on appelle dipolaire, hein, qu'on a vu. Et ces perturbations-là peuvent faire croître des composantes non dipolaires. Et c'est dans des conditions thermiques à la limite noyau-manteau hein, qui a eu justement une influence au niveau des courants de convection qui ont perturbé la circulation
du noyau externe et qui aurait favorisé ces inversions-là. Donc, certains chercheurs suggèrent qu'il y a des épisodes qu'on appelle des plombs mantéliques ou des changements dans la vitesse de refroidissement du noyau qui déclenchent des instabilités. Et, euh, et selon eux, c'est pas un flip, c'est pas une inversion soudaine. Ça s'étale généralement sur 5 à 10 000 ans. Et le champ, il y a une espèce d'affaiblissement qui devient chaotique, puis se réorganise dans une autre direction. Et ces inversions complètes-là revient par la suite à une polarité initiale, etc. Donc c'est un peu l'état des connaissances. C'est des simulations qu'on appelle des géodynamos qui confirment justement là, que les inversions peuvent être générées sans événement majeur ou bref. Donc, euh, donc c'est un peu là qu'on en est. Euh, donc, ce sont, comme je vous disais, des fluctuations dans les courants de convection du fer liquide amplifiées par des interactions dans le manteau qui vont entraîner progressivement un effondrement du dipôle et une réorganisation en polarité inverse. C'est un peu là qu'on en est. Ici, sur la figure, ce que je voulais vous montrer, c'était les processus d'expansion des fonds océaniques. Hein. Ça vous montre un peu comment le basalte, donc les roches ignées extrusives, issues du refroidissement de la lave, vont enregistrer les champs magnétiques terrestres au moment de leur formation. Donc on voit bien là, que c'est un processus, que c'est un mécanisme dans lequel la nouvelle croûte océanique se forme au niveau des dorsales. Donc pensez juste à l'océan Atlantique, quand vous voyez un globe, vous voyez la fameuse fermeture éclair que représente la dorsale médio-atlantique. Donc on voit, hein, donc c'est un processus où progressivement les anciennes en roche océanique poussent, mais en fait les nouvelles, on le voit ici, il y a une zone de magma qui pousse les anciennes roches océaniques là, vers ça les pousse évidemment là, dans le sens inverse évidemment de la dorsale. Donc voilà. Donc ça vous montre un peu là, de quelle manière on peut aller chercher des enregistrements. Donc évidemment ici on voit c'est la dorsale elle-même, donc ce sont des roches qui sont très très jeunes et progressivement, il y a l'ouverture et ça pousse de part et d'autre de la dorsale. Donc on voit très très bien là, les enregistrements avec la polarité puis le champ magnétique et ainsi de suite. Ici, on voit encore une fois le processus ou le mécanisme d'expansion des fonds océaniques à travers différentes périodes. Donc, vous avez un schéma qui vous montre 3 moments dans le passé de la croûte océanique. Donc, vous avez ici, évidemment, la coupe la plus basse qui représente la situation actuelle. Donc, celle-ci. Donc, des fonds océaniques avec des bandes symétriques de polarité magnétique de chaque côté de la dorsale. On en a une au centre ici qui a 1,5 million d'années. C'est une coupe qui montre la formation des bandes d'anomalies magnétiques. On peut voir qu'il y a des bandes de polarité normale inversées. Et finalement, il y a 2 millions d'années, ça montre un peu là, les anomalies. Il y a 2 millions, on voit la formation de la croûte océanique. Donc au tout début, évidemment, de la formation de l'océan. Donc en vert, ça vous montre des périodes où le champ magnétique est en polarité normale, c'est-à-dire dans le même sens qu'aujourd'hui, où le pôle nord magnétique ou pôle nord géographique, là, et la zone un peu plus en beige, ça vous montre des périodes où le champ magnétique est en polarité inversée, où les pôles nord et sud magnétiques étaient inversés. Okay? Continuons. Ici, vous avez une figure qui vous montre justement les fameux processus convectifs qu'on a abordé pour expliquer un peu ces inversions-là. Donc, c'est un processus clé au niveau de la tectonique des plaques qui entraîne évidemment la formation du plancher océanique. On le voit là avec la formation des dorsales. Imaginez-vous ici la dorsale médio-atlantique avec l'Amérique du Nord de part et l'Europe et ainsi de suite de l'autre côté. Donc, c'est vraiment une figure qui vous montre 2 cellules de convection sous la croûte terrestre. Des cellules, évidemment, qui sont responsables des mouvements dans le manteau. Sont responsables des mouvements dans le manteau terrestre. Et évidemment, les roches chaudes, vous voyez au centre de la figure, là, montent du manteau profond vers la surface au niveau de la dorsale
océanique. Ça se produit lorsque le manteau terrestre est en perpétuel mouvement en raison des différentes températures et de la densité. Donc, évidemment, on voit là, ici, juste ici, encore une fois, la dorsale océanique, une chaîne de montagnes sous-marines qui se forme là où il y a deux plaques tectoniques qui s'éloignent une de l'autre. Hein. Et par la suite, on va voir là, ici des phénomènes de subduction de la plaque océanique qui plonge sous la plaque continentale. Ici, vous avez des profils d'anomalies magnétiques encore enregistrés dans le fond océanique de l'Atlantique Sud, du Pacifique Nord et de l'Antarctique. Donc, vous avez 3 profils d'anomalies. Ce sont évidemment le résultat des inversions du champ magnétique terrestre, encore une fois, donc des traces dans les basaltes océaniques, à mesure que la croûte se formait de part et d'autre de l'arbre dorsal médio-océanique. Donc, évidemment, ici, les courbes en bleu, vous les voyez, ce sont les fameuses anomalies magnétiques. Et par la suite, vous avez juste en bas les bandes noires et les bandes blanches qui représentent des périodes de polarité normale en noir et de polarité inversée en blanc. Donc, vous avez évidemment là, toutes. Bon, là, on ne tombera pas, je vais juste vous montrer un petit peu des exemples, mais évidemment, on voit des anomalies dans l'Atlantique Sud. Donc, on voit que l'axe des dorsales médio-océaniques est situé à 0 km. La distance s'étend vers l'extérieur au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la dorsale. Et on peut aller jusqu'à des périodes là, de 0 à 80 millions d'années. Donc, la figure ici vous montre vraiment là, comment les bandes magnétiques symétriques de part et d'autre des dorsales peuvent être utilisées pour dater. C'est ça qui est important. On parlait de géochronologie là, au début du cours. Pour dater les fonds océaniques. OK? Continuons. Ici, vous avez une carte qui montre l'âge de la lithosphère océanique. OK? Donc, vous avez ici en bas, en rouge. Donc, les rouges représentent évidemment l'âge. Donc, évidemment, la croûte terrestre située sous les océans également. Donc, vous le voyez, ça varie en fonction de la distance par rapport au dorsal médio-océanique aussi, où la nouvelle croûte se forme. Donc, la couleur que vous avez ici sur la carte, vous l'avez. Donc, les couleurs chaudes en rouge et en orange montrent les endroits les plus jeunes et les couleurs froides en bleu et en violet représentent les croûtes les plus anciennes. Okay? Donc, on le voit, là, l'Atlantique, le Pacifique, c'est des lieux, évidemment, où la croûte océanique se forme à partir, évidemment, de la lave. Donc, on le voit très bien que la dorsale médio-atlantique ici, c'est beaucoup plus jeune que, évidemment, dans les parties plus proches continentales, où là, on est dans des couleurs de bleu et de violet, où, évidemment, là, c'est beaucoup plus vieux. Ici, vous avez, encore une fois, une diapositive qui vous montre comment l'hypothèse de la dérive des continents proposée par Wegner a été combinée avec le concept d'expansion des fonds océaniques pour former ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie de la tectonique des plaques, qui est la théorie qui est unificatrice de la géologie moderne, qui explique comment la surface externe de la Terre, autrement dit la lithosphère, est divisée en plusieurs grandes plaques qui sont en mouvement constant. Donc, la lithosphère, évidemment, qui comprend la croûte terrestre, on le sait, là, et ainsi de suite. Donc, ça repose sur la sténosphère, une couche qui est un peu plus ductile, située sous le manteau, on l'a vu tout à l'heure. Et une plaque tectonique, qu'est-ce que c'est? C'est une section rigide de la lithosphère qui se déplace sur la sténosphère et peut inclure à la fois évidemment de la croûte terrestre ou de la croûte continentale ou uniquement évidemment une des deux. C'est des plaques évidemment qui peuvent être en interaction. Et ça va créer évidemment des zones d'activité géologique intenses comme des tremblements de terre, des volcans, la formation des montagnes et ainsi de suite. Donc évidemment ici sur la figure, vous avez là, un exemple qui vous met en évidence la délimitation des plaques notamment nord-américaines, des plaques eurasiatiques, la plaque pacifique. Donc voilà. Et évidemment, ici, on postule que la lithosphère est rigide et peut se déplacer sans se déformer. Donc, l'énergie de la Terre, évidemment, se dissipe en bordure des plaques sous forme mécanique, qui sont des séismes, ou encore sous forme thermique, qui est du magmatisme. Donc, évidemment, l'énergie interne va se dissiper sous forme de chaleur. Et lors des processus volcaniques et magmatiques, ça se produit principalement au niveau des dorsales océaniques où la nouvelle croûte océanique se forme
dans les zones de subduction notamment, où les plaques, évidemment, où une plaque est forcée sous une autre ou dans des points chauds. Donc, on va revenir un peu sur toutes ces différentes sources-là. Mais c'est pour vous montrer un petit peu le modèle, évidemment, de la structure interne de la Terre pour la compréhension de la discontinuité interne, qui sont essentielles pour toute cette question de tectonique-là. Ici, vous avez une carte, évidemment, de votre ouvrage de référence, Landry Mercier, qui est basé sur un ouvrage de Espinosa et Tharp, 1982, qui montre la répartition des principales plaques tectoniques et des limites. OK? Donc, vous en avez, vous voyez un peu la plaque du Pacifique, hein, qui est juste ici, qui est la plus grande plaque océanique entourée de nombreuses zones sismiques. Hein, vous le voyez, les zones sismiques, ce sont les petits points blancs et noirs. Donc, dépendamment de la taille du point, on est dans des zones sismiques importantes. Vous avez la plaque nord-américaine, qui est juste ici, et la plaque sud-américaine. Ce sont des plaques qui incluent à la fois évidemment des portions continentales et océaniques. Vous avez évidemment la plaque de l'Afrique, qui sont des plaques relativement importantes, avec encore une fois dans certains cas un peu de sismicité qui sont associés. Donc, ça vous montre un peu la répartition des séismes, la répartition évidemment des plaques tectoniques. Donc, évidemment, cette carte-là, c'est un outil précieux, hein, pour comprendre la dynamique et le rôle, pour un peu mieux comprendre justement à quel endroit se produit la sismicité. C'est souvent aux limites des plaques. Et leur profondeur et leur intensité va varier selon la nature des interactions tectoniques. Est-ce qu'on est dans une zone divergente, subductive ou transformante, et ainsi de suite. Donc, ce genre de cartes sont très importantes. On voit une corrélation entre la sismicité et évidemment toute la question de la tectonique des plaques. Ici, vous voyez ce qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique. En anglais, on l'appelle The Ring of Fire. Ce n'est pas une chanson des The Doors. C'est vraiment là, une région en forme de fer à cheval où se concentre une activité géologique intense, comprenant évidemment des séismes extrêmement fréquents, ainsi que des éruptions volcaniques et des zones de subduction majeures. Donc, vous le voyez, là, elle est en rouge. Elle encercle presque complètement, évidemment, tout l'océan Pacifique. Ça correspond vraiment aux limites de plaques tectoniques océaniques continentales qu'on a vues là, dans la carte précédente. Et elle est marquée, évidemment, par des plaques tectoniques océaniques qui sont forcées sous des plaques continentales, hein, les fameuses zones de subduction, qui vont créer des fosses extrêmement profondes. Donc, vous avez peut-être entendu parler des fonds de Mariana, qui sont les endroits au niveau océanique les plus profonds à l'échelle planétaire. C'est ici qu'elles se situent. Donc, ce sont des endroits qui mettent vraiment là, qui montrent, hein, une partie cruciale pour le risque, les principaux, les endroits les plus dangereux au niveau sismique, volcanique. Vous le savez, hein, il y a énormément aussi de... voyons comment on les appelle, les mots me manquent présentement, mais les raz de marée, là, quand il y a une sismicité, là, il va évidemment avoir des problèmes d'inondation de part et d'autre au niveau de la côte asiatique et ainsi de suite. Donc, énormément de problèmes en lien avec ces raz de marée-là, liés notamment à la sismicité très très active qu'on retrouve le long de cette ceinture de feu du Pacifique. Vous avez ici les trois types de limites des plaques. Donc, vous avez les plaques tectoniques, évidemment, qui sont des limites constructives, destructives et conservatrices ou transformantes. Donc, les limites constructives sont les endroits où les plaques tectoniques s'écartent les unes des autres. Donc, on parle évidemment de zones qu'on appelle des rifts. Donc, ce sont des limites qui se trouvent principalement au niveau des dorsales océaniques. Hein, on l'a vu il y a quelques instants. Donc, les plaques s'éloignent pour former les océans. Donc, on voit qu'au centre, hein, lorsque le magma le magma va former la dorsale, c'est l'endroit où les roches sont les plus jeunes. Et au fur et à mesure que ça s'éloigne, ce sont des roches un peu plus vieilles, forcément. Donc, on parle ici de limites constructives. Et par la suite, il y a des limites destructives. C'est l'endroit où il y a une subduction ou une convergence entre deux plaques. Donc, ce sont les endroits où les plaques tectoniques convergent, où l'une d'elles est forcée sous l'autre dans un processus appelé, qu'on a dit, subductif ou des zones de subduction. Donc, ce sont des plaques descendantes
qui vont fondre partiellement dans le manteau et ce processus va générer ce qu'on appelle évidemment du séisme profond, donc de l'activité volcanique, activité sismique. Ce sont des zones évidemment qui peuvent former des chaînes de montagnes. Ils peuvent venir en collision également. Donc, on a juste à penser évidemment à l'Himalaya. Ce sont des zones clés évidemment, au niveau des fosses. Les fosses de Marianne, je viens de le mentionner, où la plaque du Pacifique est en subduction sous la plaque des Philippines. Et finalement, la limite, c'est la limite conservatrice. Donc, ce sont des failles transformantes. Donc, les limites évidemment, où les plaques glissent horizontalement, l'une contre l'autre. Donc, ce sont des failles qu'on appelle des zones de cisaillement. Donc, souvent également vont provoquer des tremblements de terre. Pensez à la Californie, la faille de San Andreas en Californie, où évidemment la plaque pacifique glisse vers le nord-ouest par rapport à la plaque nord-américaine. Donc, évidemment, c'est un exemple typique d'une limite conservatrice. Et encore une fois, vous le savez, il y a énormément de tremblements de terre sur la côte ouest, notamment en Californie. Donc, ce sont les trois types de limites. Donc, c'est évidemment important pour comprendre l'évolution géologique de la planète et surtout pour comprendre les phénomènes géologiques intenses. Au niveau maintenant des rifts, donc on a parlé des zones qu'on appelle juste précédemment, qu'on a appelé les zones de convergence. Donc évidemment, les rifts continentaux sont les zones où la lithosphère continentale se fracture et commence à s'étirer sous l'effet de la tension tectonique. Donc c'est un processus qui précède souvent la formation d'un nouvel océan. Donc c'est le tout début. Donc un rift, c'est un type de limite tectonique qu'on appelle divergente, où les plaques s'éloignent. Je me suis trompé, j'ai dit convergente, mais c'est divergente. Donc c'est les limites tectoniques qui divergent, où les plaques s'éloignent l'une de l'autre. Okay? Dans quelques instants, on va voir le cycle de Wilson. C'est vraiment le stade souvent associé à la naissance d'un océan. Donc un rift continental va se former lorsque la croûte continentale est soumise à des forces d'extension. Okay, qui provoque un amincissement et par la suite va se fracturer. Et c'est un processus qui est lié à l'accumulation de chaleur sous la lithosphère qui affaiblit la croûte. Okay, vous avez juste à regarder ici, là, vous avez une source de magma. Et à mesure que la croûte va s'amincir et que la tension va augmenter, il va y avoir ce qu'on appelle un fossé d'effondrement ou un rift. Donc, fossé d'effondrement est un synonyme au terme rift. Et ça va être bordé, comme vous pouvez le voir, de part et d'autre, de petites failles normales, qui sont des blocs de la croûte qui se déplacent verticalement en réponse à l'étirement. Okay? Donc, ça crée des blocs qui s'affaissent. Donc, le schéma de gauche vous montre évidemment le début de la formation du rift continental. Donc, la chaleur s'accumule sous la lithosphère. Ça va provoquer évidemment un bombement momentané de la croûte et qui va être poussé un petit peu vers le haut. Et après, ce que vous voyez au niveau de la figure de droite, il va y avoir des fractures qui vont se commencer à se former dans la croûte. Il y a du volcanisme qui peut déjà apparaître. Et progressivement, qu'est-ce qu'on va voir dans la figure de droite? C'est cette vallée-là qui va se former avec les failles normales, cette espèce d'effondrement, fossé d'effondrement qui va être provoqué. Pensez à l'Afrique, le rift est-africain, qui pourrait finir par devenir un nouvel océan dans plusieurs millions d'années. Il y a d'autres exemples, le rift du Rio Grande aux États-Unis, le rift de la mer Rouge, qui sont en extension, qui a conduit d'ailleurs à l'ouverture de la mer Rouge présentement. Donc il y a plusieurs exemples modernes aujourd'hui au niveau de ce type de rift continentaux-là qui sont liés, comme je le disais, à des limites divergentes. Les limites constructives, maintenant, c'est appelé évidemment... vous en avez des exemples ici. Donc, ce sont des reliefs les plus importants de la planète, donc constructives, qui sont des dorsales, proprement dit, siègent évidemment plusieurs séismes peu profonds. Donc, vous avez des exemples de dorsales ici. Donc, on en a plusieurs exemples. Les dorsales, évidemment, océaniques. Donc, voilà.
Continuons ici, vous avez d'autres exemples, la dorsale médio-océanique, formation, processus tectonique. Donc évidemment, les dorsales médio-océaniques, ce sont des chaînes de montagnes sous-marines où deux plaques tectoniques divergent encore une fois. Donc vous avez différentes figures, j'aime bien la figure en haut à gauche ici. On peut voir une vue simplifiée d'une dorsale médio-océanique avec le processus de formation. Donc vous avez le rift central avec l'accumulation de la chaleur encore une fois. Et le schéma du bas vous montre évidemment le processus avec un petit peu plus de détails, avec le fossé, la fusion partielle du manteau, jusqu'au processus de création de la croûte océanique. Et voilà. Donc, c'est ces différentes figures qui vous montrent. Et évidemment, regardez juste le globe, vous allez voir. Là, cette figure-ci, c'était juste pour vous montrer un petit peu la dorsale médio-atlantique. Donc, l'état de l'océan Atlantique actuel, qui est un océan que je dirais quand même assez mature à l'heure où on se parle. La morphologie. Donc, évidemment, la géomorphologie, qu'est-ce que c'est au niveau de la géologie? C'est la science des formes. Donc, si on regarde un peu au niveau géomorphologique, la forme des dorsales médio-atlantiques, ces formes-là, donc c'est lorsqu'on étudie la géomorphologie de ces structures géologiques-là, c'est fortement influencé par la vitesse d'expansion des plaques. Donc, vous allez avoir des dorsales à expansion lente et vous allez avoir des dorsales à expansion rapide. Donc, les dorsales à expansion lente, généralement, ils vont se déplacer entre 0,8 à 1,5 cm par an. C'est des vitesses où il y a une accumulation importante de magma sous la dorsale avant que le magma ne puisse atteindre la surface. Donc, la dorsale médio-atlantique est un exemple typique de dorsale à expansion lente. Elle présente une largeur plus modeste, généralement inférieure à 1000 km. Et vous en avez à expansion rapide, qui se déplace à une vitesse entre 9 et 20 cm par an. Donc là, évidemment, c'est des dorsales qui présentent une morphologie ou une géomorphologie différente. Hein? Donc, évidemment, vous allez voir qu'évidemment, au niveau de leur morphologie, elles vont, évidemment, hein, la dorsale est généralement plus basse, elle n'a pas de fossé d'effondrement bien marqué. Évidemment, ça s'explique par le fait que le magma provient plus rapidement de la surface et s'étale sur une plus large région avant d'avoir évidemment le temps de s'accumuler en grande quantité. Puis on parle d'une largeur qui va dépasser les 2000 km dans certaines zones. Donc là, ici, ce qui est important de retenir, c'est qu'au niveau de leur géomorphologie ou de leur morphologie, c'est directement lié et influencé par la vitesse d'expansion. Et qu'il y a la dorsale à expansion lente et la dorsale à expansion rapide. C'est ici, en fait, c'est une diapositive qui montre le profil topographique tracé à travers deux structures tectoniques majeures. Donc, vous avez la dorsale médio-atlantique, une dorsale océanique typique située au fond de l'océan Atlantique, et vous avez le rift est-africain, qui est une zone de divergence située sous la croûte continentale, où un processus similaire d'étirement et d'effondrement se produit, mais sur Terre. Okay. Donc, on voit des profils topographiques qui permettent un peu mieux de visualiser les similitudes morphologiques entre ces environnements-là de limites divergentes, bien que l'une soit sous l'océan et que l'autre soit sur un continent. Donc, je trouvais ça intéressant de vous montrer un peu la différence entre les deux. Donc, évidemment, on peut les comparer, montrer des grandes similitudes au niveau de la forme entre les dorsales et les rifts, et évidemment, les limites où les plaques tectoniques s'écartent. Donc, c'est des structures géologiques qui témoignent de processus continus, modification de la surface terrestre, et voilà. Ici, je vous montre une figure qu'on appelle un Horst and Graben. Okay? Les Horst et Graben, ça représente des types de topographie. Donc, c'est essentiellement des termes utilisés à des fins géomorphologiques pour décrire pour décrire en fait des formes à la surface évidemment des continents. Donc, c'est créé par des mouvements tectoniques lorsque la croûte terrestre est soumise à une extension. Et c'est des processus qui entraînent la formation de failles normales. On l'avait dit tout à l'heure. Ça a un nom, ça. Et ce nom-là sont les Horst et les Graben. Donc, on voit ici des schémas qui vous montrent un petit peu leur formation. Donc, au niveau terminologique, quelle est la différence entre le Horst et le Graben? Le Horst, c'est le bloc de la croûte qui est surélevé. Et le Graben, c'est le bloc qui est abaissé. Donc, ensemble, ils forment une alternance de vallées
ou de crêtes. En anglais, vous allez souvent voir le mot ridges, des ridges, où l'on retrouve évidemment des régions où la croûte terrestre s'étire. Si vous voulez un bon exemple, l'exemple du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ok, le fjord. Évidemment, le fjord a été formé, on dit toujours, le fjord est un terme qui est apparenté à de l'érosion glaciaire, mais avant que la glace s'en mêle, il y avait au niveau tectonique eu l'ouverture d'un Horst and Graben. Donc, il y avait déjà, pardon, au niveau géomorphologique, une forme pré-tectonique qui, par la suite, a été remodelée par le passage des glaciers. Okay? Donc, Horst est le bloc de la croûte qui est surélevé et le Graben, c'est le bloc qui est abaissé. Donc, si on regarde un petit peu plus, donc vous le voyez ici, là, la vallée Graben, hein, qui est juste ici. Donc, vous avez les blocs surélevés et vous avez les blocs qui sont un peu plus bas. Donc, vous voyez, le Graben est ici, le Horst, c'est le bloc surélevé. Donc, si on regarde au niveau des schémas, le schéma du haut, bien évidemment, ça vous montre une étape précoce dans le processus d'extension. Il y a des forces de tension qui vont venir créer des cracks ou des fissures dans la croûte qui vont commencer à se fracturer, à former des failles. C'est un stade où il n'y a pas encore de mouvement vertical significatif. Par contre, quand on tombe au schéma du milieu qui est juste ici, ben, on voit une progression du processus, puis à mesure que l'extension se fait, il y a un bloc de croûte qui commence à s'effondrer. Donc, il y a une vallée qui commence à se former. Tandis que d'autres blocs évidemment vont rester surélevés. Hein? Ce sont les Horst et ils vont former des crêtes. Donc, souvent en anglais, il y a un terme aussi qu'on appelle un fold scarp. Donc, c'est la partie visible de la faille, donc qui marque la rupture entre le Horst et le Graben. Donc, les Grabens vont évidemment former des vallées et c'est à l'intérieur de ces vallées-là qu'on va avoir souvent un réseau hydrographique qui va se former et venir déposer des dépôts alluviaux à l'intérieur. Et vous avez ici, dans le schéma du bas, un paysage un peu plus avancé au niveau de sa maturité, alternance évidemment de bassins et de crêtes qui vont se faire. Donc là, il va y avoir une succession de Horst et de Graben qui vont se former. Donc il y a plusieurs exemples évidemment à l'échelle. Au Québec, bien évidemment, la vallée du Fjord, là, je trouve que c'en est un bel exemple. Et voilà. Ici, vous avez une image qui vous montre un peu un exemple. On le voit un peu la vallée en bas. Là. Donc, c'est une image que j'avais prise en Islande. Donc, c'est la vallée de Pingvellir en Islande. C'est un site emblématique où on peut observer en surface un Horst and Graben. Donc, on le voit bien, là, on voit la crête ici avec la partie Horst et la vallée en bas qui est le Graben. Donc, je voulais vous montrer, c'est un très très bel exemple. Maintenant, au niveau des limites convergentes, aussi appelées les zones destructives, ben, c'est les endroits où les plaques tectoniques se rencontrent et où l'une est forcée sous l'autre dans un processus qu'on appelle subduction. Donc là, ça peut être une plaque océanique versus une plaque continentale. Ça peut être une plaque océanique versus une plaque océanique. Et ça peut être une plaque continentale versus une plaque continentale. Donc la plaque océanique versus la plaque continentale, c'est une plaque océanique qui entre en collision avec une plaque continentale. On va avoir des exemples dans quelques instants. Vous en avez des belles là, au niveau juste ici, là, la fosse du Pérou, Chili, là, c'est un très bel exemple. La subduction de la plaque de Nazca sous la plaque sud-américaine qui forme les Andes. La chaîne de montagne n'est pas là pour rien. Donc ça, c'en est des beaux exemples. On va en voir d'autres dans quelques instants. Regardez ici, vous avez une belle figure qui vous montre la zone de subduction. Okay? Donc c'est vraiment le lieu d'activité. C'est une zone d'activité, évidemment, comme vous pouvez voir, où il peut y avoir du volcanisme, sismique très intense également. C'est des zones profondes qui peuvent atteindre jusqu'à 670 km. Évidemment, ben là, le schéma que vous voyez ici, c'est la plaque océanique à droite là, qui plonge sous la plaque continentale. Bon, ben, comme je vous disais, c'est des zones marquées par du volcanisme parce que la plaque qui plonge va fondre, juste ici. La plaque qui plonge va fondre en raison de la chaleur et de l'eau qu'elle entraîne avec elle. Et ça va former le magma. Et ce magma-là va finalement remonter à travers la croûte pour créer des volcans. Le long qu'on appelle des arcs continentales ou des arcs insulaires, associés évidemment à cette subduction-là. Donc,
Donc, évidemment, des beaux exemples partout sur je sais pas moi, la côte ouest américaine, la côte ouest sud-américaine, c'est des beaux exemples de subduction. Donc, vous en avez un petit peu partout ici. Ici, regardez, vous avez des zones ici d'arc insulaire, même au niveau océanique des fois, là. Donc, voilà. Et encore une fois, ben, on revient à la fameuse figure hein, sur laquelle on pouvait faire une corrélation entre la sismicité et le volcanisme. Donc je ramène cette figure-là encore une fois pour revenir sur le concept de ces zones de subduction-là. Vous les avez ici, là, ben, en fait ce que vous les avez, là, juste avec le petit symbole là, qui est juste un petit peu partout ici, là, vous les avez. OK, continuons maintenant. Donc, évidemment, les zones de subduction à contraintes différentes, vous en avez deux. OK, il y a deux types de zones de subduction. OK, important. Ici, vous avez des contraintes élevées et vous avez des contraintes faibles. Donc, si on commence par les contraintes élevées, c'est des contraintes où la subduction, évidemment, comment dire, c'est souvent là, dans ces zones-là, que le séisme sont souvent les plus forts. Parce que les contraintes accumulées entre les plaques sont très importantes. OK? Et faites juste regarder le plan de plongement. OK? Vous allez voir, là, ça a un impact quand même extrêmement important. Donc ici, sur le schéma A, vous avez une zone de subduction à contrainte élevée. Donc on voit plusieurs caractéristiques. Il y a un bombement de la plaque supérieure hein, qui est provoqué par la compression de la plaque qui est en subduction. Vous allez avoir un prisme d'accrétion. Et le prisme d'accrétion, lui, se forme où les sédiments de la plaque océanique sont raclés. OK, donc juste ici. C'est vraiment là, un raclage. Imaginez-vous une espèce de rabot, là, si vous voulez. Ils sont raclés et empilés le long de la zone de subduction. Et évidemment, ben, en B, vous allez avoir ici une zone de subduction en contrainte faible. OK? Et là, regardez attentivement les différences. Il va y avoir un affaiblissement de la croûte supérieure qui est provoqué par l'extension qui accompagne la subduction qui est très inclinée. Il va y avoir un arc, un arrière-arc, un bassin d'arrière-arc qui se forme derrière l'arc volcanique en raison de l'étirement de la plaque supérieure. Et ici, c'est beaucoup plus incliné, hein, comme vous le voyez. Et c'est une subduction avec un angle qui est beaucoup plus prononcé. Donc, si on compare les deux, ben, évidemment, l'inclinaison ici va faire en sorte que les séismes sont généralement beaucoup moins puissants. Le volcanisme il est plus modéré aussi, versus les zones à subduction à contrainte élevée, qui eux vont être caractérisés par des plans un peu inclinés, mais avec une grosse interaction entre les plaques. Et c'est là que le séisme est plus puissant, que le volcanisme est aussi beaucoup plus explosif, et ainsi de suite. Donc, important de garder en tête qu'au niveau des zones de subduction, il en existe deux types. Donc, les contraintes élevées et les contraintes faibles. Donc, ça, c'est important quand même à revoir. Les bassins d'arrière-arc, ici maintenant, sont des structures géologiques qui se forment derrière un arc volcanique, en général dans les zones de subduction. Okay? Ils se situent entre l'arc insulaire ou volcanique et le continent, qui évidemment vont former une dépression en arrière. Donc ça résulte de l'extension de la croûte au-dessus de la plaque qui va être en subduction, et c'est souvent provoqué par ce qu'on appelle la traction de la plaque qui plonge. Et il y en existe plusieurs exemples. Le plus connu, c'est le bassin d'arrière-arc des Mariannes, situé à l'ouest de la fameuse fosse des Mariannes, là, les endroits les plus profonds au niveau de la planète. Et ce qui est important de comprendre par rapport à ces structures-là, c'est que c'est vraiment caractéristique des zones de subduction où des forces d'extension vont créer des nouvelles dépressions à l'arrière des arcs volcaniques. Puis ça joue un rôle important dans la compréhension des processus tectoniques parce que c'est souvent associé à des environnements volcaniques et à des endroits où la sismicité, elle est très intense. Okay? Donc, retournez voir dans le livre Landry Mercier. Là. Ben, d'ailleurs, ces figures-là viennent de Landry Mercier. Là. Donc, ce sont des bons exemples. Ici, je voulais vous montrer un schéma qui vous montre une coupe transversale d'une zone de subduction où il y a une plaque océanique qui plonge encore une fois sous une plaque continentale. Et là, regardez à quel
la fusion partielle. Hein. On peut voir l'importance, évidemment, là, premièrement, vous avez votre prisme d'accrétion qui est ici. Vous avez votre magma qui plonge sous la plaque continentale. Évidemment, ce frottement-là va créer énormément de chaleur. N'oubliez pas l'apport de l'eau qui est importante hein, dans la formation du magma qui est là. Et regardez hein, la dynamique qui va amener à créer du volcanisme associé à cette... du volcanisme qui va être associé à cette subduction-là et qui peut créer vraiment des éruptions extrêmement explosives. Il y en a eu plusieurs. Le Mont Sainte-Hélène en est un exemple. Au Chili aussi, il y a fréquemment fréquemment là, des éruptions volcaniques. Donc, voilà. Ici, vous avez encore une fois, vous en avez un autre exemple. Donc ici, c'est un exemple évidemment toujours plaque océanique versus une plaque océanique. OK? Donc ça va produire évidemment la formation d'arcs insulaires. Et en fait, de la manière que ces deux plaques-là océaniques vont converger l'une dans l'autre, bien évidemment, la plaque la plus dense, donc généralement la plus ancienne et refroidie, va être subductée sous l'autre et va plonger dans le manteau. Donc, et à l'avant de la zone de subduction, ben, il va y avoir vous le voyez, une espèce de fosse océanique qui va se former à la frontière des deux plaques. Et c'est la zone la plus profonde, évidemment, de l'océan qui va souvent atteindre des milliers de mètres sous le niveau de la mer. OK? Donc ça, quand on parlait tout à l'heure de l'exemple de l'arc des Mariannes, c'est un exemple de subduction de plaque océanique versus une plaque océanique avec ces endroits-là qui sont extrêmement profonds au niveau océanique. Et c'est des zones, évidemment, là, qui sont le foyer de séismes extrêmement puissants et qui peuvent, voilà, j'ai retrouvé mon mot, je cherchais tout à l'heure, j'ai parlé de raz de marée, mais je voulais dire des tsunamis, en raison, évidemment, des mouvements brusques de la croûte terrestre sous l'océan. Ou encore des croûtes océaniques versus les croûtes océaniques. Ça peut créer, un comme l'autre, des tsunamis. Ah, ici, vous avez une belle figure qui vous montre un contact entre une plaque continentale versus une plaque continentale. Donc, on parle de collision ici. On va voir des termes également un peu plus tard là, qui vont parler d'orogène. Donc, c'est des processus un peu différents, mais qui sont responsables de la formation de grandes chaînes de montagnes comme l'Himalaya ou la plaque indienne qui est entrée en collision avec, évidemment, là, la plaque qui est en Asie, donc la plaque eurasienne. Donc, on le voit à gauche, c'est une étape initiale où on voit qu'il y a une subduction, hein, donc deux plaques continentales qui finissent par converger l'une vers l'autre. Mais au départ, il y a une plaque continentale qui est associée à l'une des plaques, hein, une plaque océanique qui est associée à l'une des plaques continentales. Et là, progressivement, il va y avoir un prisme d'accrétion, hein, encore une fois, juste ici, qui va se former. Donc, prisme d'accrétion, sédiment, à l'avant de la zone de collision. Et là, progressivement, il va avoir une collision complète qu'on voit juste à droite ici. Donc, une fois que la lithosphère océanique a été subduite, donc où la subduction a eu lieu, ben, la collision entre les deux plaques continentales va entraîner, vous le voyez, là, une espèce de compression extrêmement intense qui provoque un soulèvement des chaînes de montagnes. Encore aujourd'hui, l'Everest monte. Hein, de quelques millimètres, centimètres. Donc, c'est encore des processus extrêmement actifs. Et on va voir une déformation de la croûte. Donc, les roches de la croûte continentale vont être comprimées. Ça va créer des plis, des failles, des roches métamorphiques extrêmement déformées dans les zones plutôt proches de la collision. Donc, et c'est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un processus, et gardez le terme en tête, qu'on appelle un processus orogénique. C'est une orogène qui désigne le processus de formation des montagnes à la suite de la collision des plaques tectoniques. Maintenant, les limites conservatrices, donc les failles transformantes. Donc là, ici, ce sont des zones où deux plaques tectoniques glissent horizontalement l'une par rapport à l'autre. Contrairement aux autres types de limites de plaques, que ce soit constructives ou destructives, c'est qu'il n'y a pas de création ou de destruction de plaques dans ces zones-là. C'est plutôt des mouvements le long des failles transformantes, principalement dus à des forces de cisaillement, qui provoquent des déplacements latéraux des plaques sans modification majeure de la surface. Par contre, c'est extrêmement dangereux parce que ça peut provoquer, encore une fois,
des catastrophes ou liées notamment à la sismicité, c'est extrêmement dynamique. Okay? Donc, c'est quelque chose à garder en tête. La dynamique des failles transformantes, c'est souvent saccadé, ça va provoquer des séismes, ça crée beaucoup de friction, hein, donc beaucoup de glissements. Ça accumule de l'énergie qui est par la suite relâchée. Donc, s'il y a beaucoup d'énergie qui sont accumulées, ben, par la suite, ça va lâcher et c'est là que la sismicité devient importante et dangereuse. Donc, ici, vous en avez des exemples. Donc, vous voyez ici deux figures, le A et le B. Donc, vous voyez un peu le principe des failles transformantes de l'océan Atlantique, où on voit évidemment là, des failles qui relient, hein, la plaque sud-américaine à la plaque africaine. Donc, les failles principales vont représenter la faille de Saint-Paul et l'autre vont montrer des glissements entre les deux plaques. Donc, on le voit qu'il y en a énormément, hein, de part et d'autre. Et le schéma B, juste en bas, vous montre le fonctionnement d'une faille transformante au niveau d'une dorsale océanique. Donc, et ça, si vous regardez le globe, vous allez avoir beaucoup au niveau de la dorsale médio-atlantique. Donc, il y a une partie qui est asismique. Donc, la partie qui est dite asismique, c'est lorsque les plaques glissent dans le même sens et il n'y a pas de friction. Donc, pas de sismicité. C'est des mouvements qui sont souvent continus, fluides le long de la faille et il y a des parties sismiques. Et là, c'est lorsque les plaques se déplacent dans des directions opposées. Et là, il y a une friction qui se produit qui entraîne une accumulation d'énergie, une accumulation de stress. Et c'est lorsque cette énergie-là va être libérée qui va provoquer des séismes le long de la faille. OK? Donc, gardez ça en tête. Continuons. Oups, pourquoi ça marche pas? Ah, voilà. Maintenant, le fameux exemple classique, hein, vous l'avez ici, l'introduction à la faille de San Andreas. Donc, c'est évidemment l'une des failles transformantes les plus connues au monde. Elle forme évidemment la limite tectonique entre la plaque pacifique et la plaque nord-américaine. C'est une faille qui s'étend sur environ 1300 km à travers la Californie et elle est responsable évidemment de plusieurs tremblements de terre dévastateurs comme celui de San Francisco en 1906 là, qui a été meurtrier. Donc c'est un mouvement évidemment qui est encore une fois horizontal. Donc, vous avez ici à gauche une carte où on voit les zones de fracture de la faille. Et à droite, on voit l'évolution, hein, de la plaque. Donc, on voit là, sur le schéma à droite l'évolution de la plaque au cours des 30 derniers millions d'années. Donc, on voit vraiment là, que il y a 30 millions d'années, ben, la plaque est encore présente en tant que grande plaque océanique. Et par la suite, elle a migré à de nos jours, telle que l'affaire de San Andreas, là, qui est désormais la limite principale entre les deux. Là. Donc on voit un peu l'évolution entre il y a 30 millions d'années à aujourd'hui au niveau de la formation de cette plaque-là, qui est cette plaque transformante-là, qui est une des plus actives et étudiées au monde. Hein. Le USGS, le United States Geological Survey, évidemment, sont les bureaux de géologues les plus importants se situent en Californie, notamment en raison de l'étude de toute cette dynamique-là, parce qu'évidemment, à proximité, vous le voyez, hein, il y a une zone de subduction vers le nord des États-Unis, au nord, évidemment, là, plus on s'approche de Seattle. Par la suite, tout le volet de la plaque de San Andreas elle-même. Donc, elle est très, très, très étudiée, là, évidemment, là, au niveau de la géologie. La faille de San Andreas, évidemment, ici, vous en avez une espèce de coupe en 2D. Vous irez voir, j'ai essayé de vous photocopier, évidemment, tout, parce que ça provient de Landry Mercier, encore une fois. Donc, c'était ici pour vous montrer un peu la carte des failles en Californie et l'épicentre, hein, des différents séismes. Et le schéma à droite vous montre la rupture de faille de San Andreas qui a provoqué, hein, des séismes importants. Donc, on voit que l'hypocentre, hein, c'est le point de départ du séisme à l'intérieur de la Terre. Et dans certains cas, c'est situé à 17,6 km sous la surface. Et c'est à partir de ce point que les ondes sismiques ont pu se propager puis déclencher des séismes. Donc, vous voyez un peu, là, juste ici, là, hein, la source des séismes et ainsi de suite. Je pense que je vous ai parlé, là, il y en a eu plusieurs là, avec des magnitudes importantes. Là. Les scientifiques continuent vraiment de surveiller cette faille-là parce que
il y a toujours, en tout cas, ils ont toujours peur. Là, on parle, il y a énormément d'énergie qui s'accumule depuis un certain temps, puis dans la littérature, ils l'appellent des Big One, donc un séisme de très très grande magnitude pourrait frapper évidemment éventuellement là, ces zones-là, donc à suivre, à voir. Maintenant, les points chauds. OK? Tout à l'heure, on a parlé de la fameuse ceinture du Pacifique, de Ring of Fire. Donc, évidemment, les points chauds, c'est quoi? C'est des zones du manteau terrestre où le magma remonte d'une manière continue à la surface, à travers la croûte terrestre. OK? Et ça crée du volcanisme. Donc, évidemment, là, le Ring of Fire, c'est une région, on l'a vu tout à l'heure, qui entoure l'océan Pacifique, qui est caractérisée par une activité volcanique sismique qui est importante. C'est évidemment lié au résultat de la subduction, mais également lié au point chaud. Donc là, ici, vous en avez, on va définir un peu plus qu'est-ce que les points chauds. Les points chauds, si vous en voulez un bel exemple, c'est les îles d'Hawaï, ok, juste au centre ici. Donc vous le voyez, là, les Hawaiian Hotspots, c'est pas tout à fait lié à c'est pas tout à fait lié à des limites, quelles qu'elles soient. Donc les points chauds, on va revenir, on va les définir évidemment, mais les points chauds, c'est vraiment comme, puis ce qui est important de retenir sur la carte ici, c'est une répartition d'endroits où le magma, hein, comme je le disais au tout début, c'est des endroits où c'est des zones où le manteau terrestre remonte d'une manière continue. Donc ici, plus en détail, vous le voyez, ce sont des zones localisées du manteau terrestre où il y a des panaches de magma qui s'élèvent vers la surface. Ces remontées de magma-là proviennent évidemment, vous le voyez, là, du manteau inférieur, ou de la frontière entre le noyau et le manteau ici. Ça peut être la source, peuvent venir percer la croûte terrestre pour former des volcans. Donc ici, vous avez différents schémas. Vous le voyez, c'est un schéma à droite qui vous montre un peu la dynamique des points chauds à travers deux concepts. Il y a le mécanisme de formation des volcans et le déplacement des plaques. Okay? Donc évidemment, le magma va s'élever dans un réservoir situé dans le manteau inférieur ou supérieur et c'est un processus évidemment qui va créer de la chaleur et percer par la pression du magma. Donc, ce sont des champs magmatiques situés sous la croûte qui restent fixes alors que la croûte au-dessus va se déplacer lentement en raison de la tectonique des plaques. Donc, des fois, une seule source de magma va venir provoquer plusieurs traces magmatiques, mais en fait, c'est toujours la même source, c'est toujours le même réservoir, c'est la plaque tectonique qui bouge. Donc, vous voyez un petit peu la logique. Là. Donc, et ici, vous avez évidemment l'exemple classique d'Hawaï qui est exactement ce modèle-ci. Donc, c'est un réservoir de magma et au fur et à mesure que la plaque tectonique bouge, mais pouf, ça va venir percer la surface et créer une archipel d'îles comme le secteur d'Hawaï. Ici, vous avez un peu la répartition, encore une fois, des points chauds. Donc, vous le voyez, là, ce sont les petits points rouges que vous voyez un petit peu partout. Il y en a différents. Donc, vous en voyez les plus classiques. Là, vous avez Yellowstone, vous avez Hawaï, vous avez l'Islande. Donc, on voit que les points chauds offrent des preuves supplémentaires sur la dérive des plaques tectoniques. Donc, évidemment, là, on voit à quel point là, la chaîne d'îles volcaniques formée à Hawaï montre le mouvement des plaques. Donc, encore une fois, là, quand on revient au modèle de Wegener, c'est un très bel exemple pour montrer justement la migration des plaques tectoniques, toujours en lien avec ces réservoirs de magma-là. Ici, vous en avez un autre exemple encore qui vous montre, c'est un schéma qui vous montre un modèle théorique de panaches mantéliques qui sont remontés évidemment à la surface provenant de la base du manteau terrestre. Donc, ce sont des panaches qui se déplacent vers la surface de la Terre, provoquent la formation de volcans ou de points chauds, même en l'absence de mouvements tectoniques majeurs ou limites des plaques. Donc, c'était juste pour vous montrer un petit peu cette espèce de dynamique-là des panaches mantéliques là, à travers les différentes couches qu'on a étudiées lorsqu'on a étudié la structure interne de la Terre. Et ici, c'est un schéma qui vous montre une anomalie thermique positive associée à un panache mantélique. Donc, c'est important. On va voir ici, sous un point chaud. C'est un point chaud qui est évidemment une région où la chaleur du manteau s'élève, comme on l'a vu précédemment. Et si vous regardez la base de ce panache, il va avoir une température très élevée, d'environ 1640 degrés Celsius, à une profondeur de plus de 600 km. Et en s'élevant, ce panache-là chauffe le manteau environ
environnant et sa température diminue progressivement à environ 1440 degrés Celsius en s'approchant de la surface. Donc, c'est un schéma qui vous montre un peu la variation de température du manteau supérieur autour du palache. Et la lithosphère près de la surface est plus froide avec des températures qui vont atteindre les 1040, 1240 degrés Celsius. Mais sous le point chaud, la température est évidemment plus élevée que la normale. On parle d'environ 1440 degrés Celsius, ce qui crée vraiment une anomalie thermique. Donc la température moyenne du manteau supérieur autour du panache est d'environ 1340 degrés Celsius. Mais évidemment, l'influence du panache augmente la température sous le point chaud et ça montre un excès de chaleur évidemment significatif. Et ici, ben, vous avez encore une fois une carte qui représente les différents types de provinces basaltiques dans le monde. Donc, évidemment, les points chauds, comme vous pouvez le voir, ce sont des zones d'activité volcanique intenses. Okay? Donc, vous avez différents exemples ici. Et la carte montre également l'âge des différentes provinces basaltiques. C'est des âges qui sont indiqués en millions d'années, juste ici. Donc, pour moi, ce qui est important de vous montrer sur cette carte-là ici, c'est la distribution mondiale des provinces basaltiques et des traces de points chauds qui montrent évidemment l'importance des panaches mantéliques dans la géodynamique terrestre. Et ça met en évidence la relation entre le volcanisme à grande échelle et les processus tectoniques. Donc, vous en avez là, ici différents exemples. Donc, les hotspot tracks, donc on suit les hotspots et évidemment là, les traces basaltiques à l'échelle planétaire. Ici, l'Islande. L'Islande en est un bel exemple, encore une fois. L'Islande, c'est un plateau surélevé situé au milieu de l'océan Atlantique Nord, à la jonction, évidemment, de deux dorsales. Et l'Islande, c'est un site géologique unique parce qu'il est situé à la fois sur une dorsale médio-atlantique, sur la dorsale médio-atlantique, évidemment, active, et au-dessus d'un point chaud, ce qui entraîne vraiment une activité volcanique et sismique intense. Donc ça, c'est assez unique au monde. Il est entre les deux. Il y a un point chaud et il est associé également à une dorsale. Donc, on voit ici sur la carte la position de l'Islande le long de la dorsale médio-atlantique. Donc, c'est la ligne orange, épaisse. Et une immense chaîne de montagnes sous-marines. Donc, une immense chaîne de montagnes sous-marines qui sépare les plaques tectoniques de l'Amérique du Nord et de l'Eurasie. Et évidemment, ben là, vous avez également le panache mantélique qu'on peut voir là, en noir, juste ici. Là, donc, donc c'est un bel exemple. Hein? L'Islande, c'est vraiment un laboratoire naturel fascinant pour les géologues. Ça combine à la fois une activité de rift océanique et un point chaud. Donc, vraiment, là, ça, c'est assez unique. Donc, voilà. Et vous l'avez, là, le manteau mental plumb position, donc on le voit through time, donc on voit le point chaud, comment il a migré. Donc vous avez vraiment là, la dynamique entre les deux. Et l'Islande, c'est évidemment, ben, on le sait, là, c'est une zone qui est tectoniquement très, très, très active. Donc ici, la carte vous montre un peu la répartition des systèmes volcaniques à l'échelle, là, évidemment, là, de toute la ceinture et de toute la zone de l'Islande. Donc vous avez en orange des formations de basalte tertiaire, vous avez en violet ici des formations pliocènes, pléistocènes, un peu plus récents, donc c'est quaternaire, c'est 2 millions d'années à aujourd'hui, et vous avez des formations pléistocènes supérieures. Donc, ça vous donne un petit peu là, toute la dynamique des zones volcaniques vieilles et jeunes. Donc, voilà. Et nous, un peu plus proche par rapport à nous, on en a également des traces de points chauds. Et on en a discuté un peu quand on était dans la caverne de Saint-Léonard ou quand j'ai abordé la caverne de Saint-Léonard. C'est la présence évidemment de nos Montérégiennes, qui sont une chaîne de collines située dans la région de Montréal, dans les basses-terres du Saint-Laurent. Évidemment, vous en connaissez. Vous connaissez le Mont-Royal, le Saint-Hilaire, le Saint-Bruno, Rougemont. Et ce sont des collines qui sont d'origine évidemment associées à un point chaud également. Donc, on en avait déjà discuté. Ici, vous avez évidemment le schéma. On va aller faire une excursion sur le Mont-Royal ensemble. Donc, vous avez ici la formation par un point chaud. Il y a environ 125 millions d'années.
Donc, à ce moment-là, en dessous de Montréal, ben, il y a eu une remontée fixe de chaleur et de magma depuis le manteau. Et ça a créé un panache mantélique. Et ce panache-là, évidemment, n'a pas traversé la surface de l'époque. On le voit, on a parlé de l'érosion quand on était à Saint-Léonard. J'en ai brièvement discuté avec vous. Donc, on voit qu'aujourd'hui, on est sur une surface qui était enfouie à l'époque. Donc voilà, donc le Mont-Royal est d'origine d'un point chaud également. Et ici, ben, ce que je voulais vous montrer, c'était en fait, évidemment, les points chauds sont des endroits où, évidemment, le rôle des points chauds dans la tectonique des plaques, elle est importante. Et je voulais vous montrer à partir de cette figure-ci, hein, la formation de rifts à partir de points chauds. Donc, évidemment, on a parlé tout à l'heure de l'ouverture des océans, qui est le point de naissance. Non, on le sait, les vallées les rifts, hein, on a parlé tout à l'heure de la phase précoce de la naissance des océans qui était liée à une source de magma. Ben, souvent, cette source-là montre que les points chauds hein, peuvent provoquer la formation des rifts, peuvent être l'élément initial à la formation d'un océan. Donc, le magma alcalin va remonter, provoquer l'expansion des rifts et voilà. Donc, c'est un élément qui est important à ajouter parce que les points chauds peuvent jouer un rôle essentiel dans l'ouverture des bassins océaniques, forcer la croûte à se fracturer, faciliter l'apparition des nouveaux océans et ainsi de suite. Et tout ça m'amène à vous amener vers un élément qui est extrêmement important au niveau de la science, au niveau de la géologie, et qui a été le cycle de Wilson. Le cycle de Wilson a été un modèle géologique qui a été décrit pour expliquer hein, la naissance des océans. Et le cycle de Wilson, on va revenir un peu sur, sur son origine, mais le cycle de Wilson, en fait, vous montre à partir de différentes étapes, de 5 stades, comment à travers les aires géologiques, des supercontinents se sont formés, puis se sont disloqués à travers des processus tectoniques. Donc, le cycle de Wilson se compose en 5 stades. Le premier stade, c'est le stade d'ouverture. C'est le stade de la naissance d'un océan. On vient de parler des points chauds. Ça prend à l'occasion une source même pour créer ce rift-là. Et ce stade va commencer par l'extension de la lithosphère continentale et va finir par causer la formation de vallées. On a parlé des Horst Graben tout à l'heure. Déjà, on le voit là, ici avec la naissance d'une vallée, avec le Horst, le Graben. Et par la suite, on va en arriver à la création d'un stade d'océan étroit. Donc, lorsque le rift progresse, il y a un océan, tout petit océan qui va se former, tel que la mer Rouge, comme on a parlé tout à l'heure de l'exemple de la mer Rouge. Et ce stade est vraiment caractérisé par une dorsale océanique active au centre, où le fond océanique continue à s'étendre et les marges continentales vont s'éloigner progressivement et l'océan va continuer à s'élargir. Après, il va y avoir un stade de l'océan large, hein, comme un peu l'Atlantique actuel. Donc, un océan un peu plus mature. Et évidemment, là, comme l'Atlantique, ben, il va exister une large étendue d'eau entre les continents. Et là, les dorsales océaniques au centre sont des zones d'accrétion continue où de nouvelles croûtes hein, se forment et ainsi de suite. Le stade numéro 4, c'est le stade évidemment de subduction, donc le stade marqué par le début d'une plaque océanique qui va commencer à plonger sous une autre plaque. On a vu tout à l'heure que ça peut être une plaque océanique qui va être en subduction avec une plaque continentale, ça peut être océanique avec océanique, ça peut être continental avec continental, ça on a déjà vu ça. Et finalement, le stade de collision, hein, on a parlé tout à l'heure des étapes de orogènes, donc qui se referment, donc les plaques continentales qui entrent en collision, ben, c'est le dernier stade. Donc les Appalaches qu'on a au Québec, c'est la fermeture de l'océan Iapetus. Donc c'était une orogène. Donc vous voyez un peu la dynamique. Encore une fois ici, je vous montre une autre figure. Hein. Et le modèle de Wilson, que vous avez ici est un peu plus défini. Là. Donc, vous le voyez. Là. Encore une fois, la même figure à droite qu'on avait sur la diapositive précédente. Mais ici, vous avez
En fait, les 5 stades encore. Donc le stade initial, le stade juvénile, le stade mature, déclin. Oh, là, on tombe dans l'élément de subduction et jusqu'à la collision finale avec l'Himalaya qui est juste ici. Okay? Donc c'est juste une autre manière d'aborder les 5 stades du cycle de Wilson. Donc, évidemment, ici, on voit, c'est encore une fois le stade d'ouverture de l'océan en 3 phases distinctes, le développement de l'océan. Donc, encore une fois, c'est la croûte terrestre qui est soumise à des forces d'extension, le stade de l'océan étroit. Donc, la croûte continue de s'étirer et finalement, l'océan est suffisamment large à la fin, qu'on voit ici. Hein? Donc, on parle d'une phase mature. Les continents sont séparés par un vaste océan océanique. Il y a une accrétion continue le long de la dorsale médio-océanique, évidemment. Et progressivement, hein, on voit là, il y a un océan pleinement formé avec une large dorsale et ainsi de suite. Donc, ça fait partie, évidemment, ce sont 3 des 5 stades là, décrits par le cycle de Wilson. Par la suite, les stades de subduction. Donc, encore une fois, hein, on voit, là, il y a différents. Il y a le premier, donc le premier stade de subduction qui est présenté ici en haut, c'est le stade initial qui montre le processus où la lithosphère commence à être subductée. Après ça, il y a le stade avancé où la plaque plonge plus profondément. Et finalement, à la fin, hein, le stade de collision où les 2 masses continentales après l'élimination complète de la croûte océanique par subduction. Okay? Je vous le dis, là, ça, les 5 stades de Wilson et le détail de ces éléments-là, vous devriez les réviser adéquatement. Et je vais vous mettre évidemment les photocopies de Landry et Mercier pour réviser le tout. Ça se pourrait que ce soit une question d'examen. Ici, vous avez des exemples au niveau du Permien. Donc, il y a 225 millions d'années, pendant le Permien, tous les continents étaient regroupés en un super continent unique appelé la Pangée. Et ce super continent était entouré par un immense océan qu'on a appelé Pantalassa. Et progressivement, il y a 200, donc là vous le voyez, là, progressivement 200 millions d'années, ben, on voit le Trias marque le début de la séparation de la Pangée. Donc la mer qu'on a appelée la mer de Tétis s'agrandit, séparant progressivement le Gondwana au sud avec le Laurentia au nord. Et par la suite, lors du Jurassique, donc il y a 150 millions d'années, hein, on voit une séparation des continents qui s'accélère. Au Crétacé, 65 millions d'années, hein, durant le Crétacé, les continents tels que nous les connaissons aujourd'hui commencent à prendre forme. Et aujourd'hui, évidemment, ben, vous avez la figure finale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Okay? Et je vais compléter ce cours avec évidemment la figure ici qui résume un peu la tectonique des plaques qui est à l'origine de nombreux phénomènes géologiques. Donc la formation des océans, qui est à l'origine de la sismicité, du volcanisme, des fosses sous-marines, des formations montagneuses, et tout ça lié d'une manière par des mouvements qui sont de type divergent, convergent ou par coulissement latéral, hein, par des failles transformantes. Donc je pense qu'ici vous avez un bel exemple de vous montrer un peu l'importance entre évidemment toute la dynamique, les types de limites, la dynamique et les limites, les types de limites tectoniques. Hein. Donc voilà, donc je complète cette présentation-ci par cette figure-là. Et je vais évidemment vous ajouter là, les textes en PDF conséquents là, avec votre ouvrage de référence Landry et Mercier. Merci.